Alors, vous qui suivez de bout en bout cette actualité, pouvons-nous parler aujourd'hui d'une emprise totale, véritable, de la part de la Russie? Ou bien, Oui, tout à fait. Il est difficile de dire qu'il n'y a pas d'emprise, d'abord parce que la guerre, comme je l'ai expliqué, dès le départ, a été gagnée par les Russes au premier jour, c'est-à-dire qu'ils ont pu le ciel, qu'ils ont pu quasiment arriver aux portes de Kiev, donc ils avaient vraiment un contrôle assez massif du territoire. Ensuite, parce qu'on voit bien l'attitude de Zelensky qui va mendier les armes un peu partout en Europe avec deux méthodes. La première, c'est la mendicité assez pathétique qu'il met en scène en allant voir chaque chef d'État et de gouvernement, et surtout parce que on lui donne au compte-gouttes des armes. Les Américains annoncent 30 000, enfin, 3, je crois 30 ou 35 chars Abraham. Enfin, on a des quantités marginales, les Allemands une douzaine, je crois. En gros, ils auront peut-être une cinquantaine, une soixantaine de chars de haute technologie, mais qui sont absolument évidemment pas adaptés pour les conditions dans lesquelles ils vont être envoyés, puisque c'est des chars qui sont d'abord extrêmement difficiles à maîtriser, qui sont effectivement rapides, mais qui ne supporteraient pas les conditions climatiques aussi violentes que ce qu'on peut observer dans la région en hiver. Donc, et ils arriveront trop tard, quoi qu'il arrive. Vous envoyez des chars quand les hommes sont morts, je vois pas trop l'intérêt. Mais ce qui est certain, c'est qu'effectivement, Bakhmut est une ville symbole parce qu'elle a été lâchée un temps et va être reprise par la force, comme je l'attendais, évidemment, sans surprise. Hein, la stratégie est assez évidente. Hein. On n'a pas besoin d'être le général Gamelin pour se rendre compte que la situation côté ukrainien est désespérée. Ils n'ont pas le ciel, donc quand on n'a pas le ciel, il n'y a pas de satellite d'observation pour essayer de savoir ce qui se passe en face, c'est compliqué. Ils n'ont pas la terre, puisque sur le terrain, au départ, le rapport de force était de 1 pour 8 en faveur des Ukrainiens. Aujourd'hui, la donne s'est inversée. Je crois qu'on a 1 pour 4, je ne sais pas, c'est difficile de donner les chiffres exacts. On a des pertes ukrainiennes qui sont très très importantes et que malheureusement on envoie sur un hôtel sacrificiel beaucoup de soldats inutilement au combat. Ça rappelle la Première Guerre mondiale d'ailleurs, quand on envoyait des soldats au combat pour prendre des collègues qui se faisaient laminer par les bombes adverses et puis après qui revenaient en piteux état et qui étaient exécutés parce qu'ils n'avaient pas assez combattu. Et bien tout ça, ça donne le sentiment qu'effectivement cette espèce de surenchère vers la guerre est juste un bras de fer que l'Occident voudrait mener contre la Russie, parce qu'on voit bien qu'il y a une obsession de l'Occident à vouloir maintenir la guerre bec et ongle, sans donner trop de moyens non plus, pas non plus exagérer, mais suffisamment pour que ça garde un conflit d'intensité moyenne. Et on se rend bien compte que l'offensive russe qui a démarré, il a fallu à peu près 3, 4, 5, 6 mois quasiment pour la préparation des soldats, avec une mobilisation partielle mais importante tout de même, pratiquement un demi-million d'hommes sur le terrain. Eh bien, l'offensive russe a démarré, on se rend bien compte maintenant, avec des reculs considérables de la part des Ukrainiens, avec des villes qui tombent les unes derrière les autres, des villages. C'est quand même un territoire très très important en termes de superficie. Et puis, surtout, on se rend bien compte que d'ici le 24 février, alors, les symboles sont beaucoup utilisés dans l'Occident, beaucoup moins chez les Russes, mais il n'en demeure pas moins que l'année d'anniversaire de la guerre, les Russes ont besoin de démontrer à leur population que non seulement ils ont repris le territoire qu'ils voulaient récupérer, mais surtout qu'ils vont détruire, c'était le but de guerre, démilitariser l'Ukraine. Alors ils veulent détruire évidemment ce qui reste encore comme structure des groupes néo-nazis, on connaît, hein, qui sont très connus. Hein. Il y a trois ou quatre structures importantes, la plus connue étant celle qui a emprunté le nom de la mer d'Azov, le bataillon Azov, mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, on est dans une situation où l'offensive russe semble irrésistible, que les résistances ukrainiennes se battent évidemment immeuble après immeuble et ils vont finir par être liquidés, et que le repli de l'essentiel des troupes, des soldats ukrainiens qui meurent de façon inutile face à un rouleau compresseur russe qui est très très puissant en termes d'artillerie, particulièrement, c'est là où les Russes sont les meilleurs d'ailleurs, on se souvient des méthodes des ordres de Staline, bah, ça revient au même résultat. Eh bien, l'offensive russe va tuer beaucoup, malheureusement, de soldats ukrainiens. Je dis malheureusement parce que je ne suis pas certain qu'ils soient tous d'accord pour les mourir inutilement, et va donner des résultats concrets sur le terrain. Les avancées russes se conforteront et ils vont dessiner à coup sûr la future frontière entre ce qui restera de l'Ukraine et la Russie. Donc aujourd'hui, on est dans une situation. Alors évidemment, je ne suis pas sur le terrain. Moi, je me rends compte que de quelques informations que je reçois de ça et là, hein, j'essaie d'avoir des informations un peu de droite et de gauche. Je travaille un petit peu avec RT France qui m'en donne aussi. Mais il n'en demeure pas moins qu'effectivement, la situation aujourd'hui du côté ukrainien est désespérée. J'en veux pour preuve que, effectivement, Zelensky passe son temps à l'étranger à mendier des armes aujourd'hui. Il n'est pas dans une situation de confort. Il va mendier des armes à des gens qui lui ont promis qu'il aiderait et qui aujourd'hui se demandent s'ils doivent donner un peu 30, 40, 50 chars, sachant que, et je rappelle systématiquement, la Première Guerre mondiale, surtout la Seconde Guerre mondiale, quand les Russes ont été agressés par les nazis, c'est pas 50 chars. Il y avait quand même pratiquement 5 à 6 000 chars qui avaient été envoyés, ce qui n'est pas rien. Il y avait quand même un nombre de 2500 avions de combat, c'est considérable. On est dans un rapport de force qui n'est absolument pas comparable. Et bien aujourd'hui, 70 ans après la guerre, on se retrouve avec des quantités ridicules de chars, certes de qualité, mais qui ne dureront sur le terrain de bataille tout au plus qu'une journée ou un mois, si on est optimiste. Donc c'est vrai que là, la prise de Bakhmut va être une prise symbolique, mais pas seulement, elle va être stratégiquement importante, parce que ça va
ancrer les soldats sur place et ils vont se redéployer évidemment dans toute la région. Afrique Média, le monde, c'est nous.